Bienvenue à tous et à toutes à notre séance aujourd'hui qui est organisée par le département de français à Columbia. Moi, je m'appelle Aubry Gabel et je suis professeure assistante dans le département de français à Columbia. J'aimerais bien vous accueillir à notre séance aujourd'hui intitulée « Poésie et politique, devenir ensemble ». Et avant de commencer, très rapidement, je voulais parler du format. Donc, la séance aura lieu en français. So this is a session that will take place in French. Et ça va durer à peu près d'une heure. Et puis, on va avoir deux lectures de la part de nos invités. Qui seront présentés dans quelques instants par André Petman. Et après les lectures, vous pourrez bien poser des questions en les mettant dans le chat et vous pourriez poser des questions en français ou en anglais et on en fera la traduction si nécessaire. Et donc, avant de donner la parole à André Petman, je voulais tout simplement remercier notre co-sponsor, donc remercier le département de français à Columbia et aussi le Columbia Center for Contemporary Critical Thought, le centre à Columbia pour la pensée critique contemporaine. Et donc, bienvenue, soyez les bienvenus, nos invités et aussi ceux qui assistent à la séance. Et maintenant, je vais donner la parole à André Petman, qui est doctorant dans le département de français à Columbia et spécialiste de littérature contemporaine. Donc, merci André. Merci Audrey. Et merci Marielle Massé et Jean-Marie Glaise d'être parmi nous aujourd'hui. Je vais introduire. Donc, Marielle Massé, écrivain, chercheuse et directrice de recherche au CNRS, ainsi que professeure de littérature à EHESS. Son travail fait dialoguer la poésie avec les anthropologies des différentes formes de vie, les communautés, les environnements, les êtres et les vies dans leur multiplicité. Elle est l'auteur de nombreux textes tels que Critique de nos formes de vie, Sidérés, considérés, migrants en France 2017, Nos cabanes et son dernier livre qui s'appelle Une doigt. Bienvenue, Marie. Jean-Marie Glaise est poète, professeur et éditeur de la revue de poésie. Il a enseigné à l'Université d'Aix-en-Provence et à l'École normale supérieure de Lyon. Il est considéré comme l'un des plus grands théoriciens et praticiens de la poésie française expérimentale contemporaine. Il est l'auteur d'une vingtaine de livres, tels que Tarnac, un acte préparatoire, le livre des cabanes, Trouvé ici, et le plus récent qui s'appelle Dans le style d'attente. Donc, pour introduire nos lectures et notre discussion, il faut, je crois, établir un peu le contexte de cet événement. Donc, aujourd'hui, en France, comme cela a été le cas ces dernières semaines, les Français se sont mobilisés pour manifester contre la réforme des retraites. Donc, les syndicats français ont le but de durcir le mouvement jusqu'au 7 mars, date à laquelle ils veulent mettre France à l'arrêt. Et également ici aux États-Unis, les étudiants gradués, par exemple, à l'université du Temple, malgré les menaces de l'administration, persistent dans leur grève pour un contrat. Et à Atlanta, les gens continuent de défendre la forêt contre la destruction par la police, dans une lutte qui ne peut que rappeler la journée des défendre à Notre-Dame-des-Landes en France. Donc, dans ce contexte, on peut se poser la question: quel rôle joue la poésie dans ce cadre? Comment les écrivains et les penseurs peuvent-ils contribuer à ces luttes en cours? En quoi la poésie est-elle non seulement un moyen d'expression et d'engagement politique, mais aussi un moyen d'action politique? Marielle Massé et Jean-Marie Glaise sont deux écrivains qui démontrent la capacité politique de la poésie à nous aider à défendre, à construire et à devenir, à défendre les formes de vie et leur monde,
à nous défendre contre l'emprise du capitalisme sur le langage, à construire de nouvelles solidarités, de nouvelles communautés, de nouvelles autonomies, de nouvelles complicités, à devenir ensemble, devenir en commun, devenir autrement, de nous nouer, comme dirait Marielle Massé, dans des pratiques de partage, de cohabitation, de considération et de soin. Donc pour Jean-Marie Glaise, la poésie est un projectile. C'est une arme et aussi un moyen de vivre dans les ruines du monde contemporain et d'ouvrir, de découvrir et de développer de nouvelles manières possibles de vivre dans le monde. Ce monde, pour Marielle Massé, est abîmé. La poésie est un moyen de trouver où atterrir, de prendre conscience de et d'agir sur nos responsabilités écologiques. La poésie nous aide à être du monde. Elle ouvre un parlement élargi où nous pouvons écouter, apprendre et entretenir ces voix, non-voix, ces pensées, non-pensées. Merci d'être parmi nous, Marielle et Jean-Marie. Donc, je passe la parole maintenant à Jean-Marie Glaise pour lire quelques extraits de son œuvre. Alors, je voulais commencer par une courte page que j'ai donnée dans un livre collectif intitulé « Toi aussi, tu as des armes ». Mais précisément, c'est bien le problème de savoir de quelles armes il s'agit et puis si réellement nous avons des armes, enfin voilà, si nous sommes aussi forts que nous le croyons. Alors, je lis le passage qui, à mon avis, témoigne d'un désir de lucidité. Quel que soit le degré d'évidence auquel idéologiquement nous aspirons, auquel imaginairement nous nous identifions, écrire nous contraint à une certaine forme d'action restreinte, à quelque chose comme une traversée de l'opaque. Poétiquement, nous sommes des acteurs incertains. Et tout d'abord, en tant que tels, conscients de notre place relative. Notre pratique est minoritaire ou mineure, économiquement et socialement et culturellement marginale. Dans l'ensemble de la chose publiée, le texte non littéraire occupe une place dominante. Dans l'ensemble du publié d'ordre littéraire, la littérature narrative, romanesque ou autre, mais d'abord romanesque, occupe une place dominante. Au sein de cette littérature romanesque, la production dite commerciale est elle-même quantitativement dominante. Quant aux pratiques dites poétiques, leur importance est dérisoire, même si symboliquement l'institution, l'appareil scolaire et universitaire continuent à les maintenir en état de survie plus ou moins artificielle. Si maintenant nous pensons aux productions dites expérimentales ou de recherche, qui dans leur principe ne coïncident que très peu ou pas du tout aux définitions que l'institution littéraire tente à inculquer et imposer, nous pouvons dire qu'elle se situe en un lieu qui est un angle mort. Un angle mort. Reste à savoir ce que nous pouvons faire de cette position, quelle partie nous pouvons tirer de notre impuissance, quelle efficace de notre invisibilité. Voilà, je tiens à commencer par là parce que je ne voudrais pas qu'il y ait d'illusions sur, enfin, en tout cas en ce qui me concerne, sur les pouvoirs supposés de la poésie, sur le cours des choses. Je crois que nous en avons terminé d'une certaine manière avec l'illusion
l'illusion révolutionnaire quant à la poésie. Je veux dire que de Hugo au surréalisme, évidemment, elle a fait son temps. Et voilà. Donc, je vais lire maintenant un passage, quelques pages du livre Tarnac, un acte préparatoire. Un chapitre qui s'intitule précisément Construire des cabanes. Construire des cabanes, disparaître, effacer ses traces, renverser de proche en proche tous les obstacles. Pendant ce temps, l'image entre dans l'image et tout se confond avec la photographie des arbres jusqu'à parvenir à une écriture déviée. Et tout autour, rotation des caméras, voix numérisée, contrôle de police, patrouille, annonce d'un retard, 15, 20, 45 minutes, changement de quai, incident technique indéterminé. L'image est traînée dans la rue, elle est écrasée par les roues des voitures. L'image à la craie sur le gris ardoise de l'ardoise, effacée, déchirée, crachée. Plus loin, Athènes, Thessalonique, il y a d'autres rues qui brûlent dans les villes, ces rues au centre des villes, autour des villes, dans le centre des villes, autour. Partout, les taches d'huile, de rouille, une lumière de brouillard, de froid et d'incendie. Aucune revendication, aucun message, rien. Incident technique indéterminé. Pendant ce temps, l'image recouvre l'image jusqu'à parvenir à une écriture déviée, dialectale. Je reprends à partir du mot communiste. Communiste est ce mot enfermé dans l'eau, ce corps enfermé dans l'eau. Ici, à Tarnac, le brouillard se couche à la surface de l'eau, froisse les talus de fougères, c'est la nuit. Aucune revendication, aucun message. La politique comme négation de la politique. La descente à la rivière, la chute de la photographie sur le goudron, la lumière de froid et d'incendie, les pentes, le chemin de Javot, le chemin de l'Arpé, l'écriture déviée, cassée comme ça, comme la voix, comme elle, comme sans réponse. Il faut construire des cabanes, je connais un arbre, il faut construire des cabanes dans les arbres, se faire un lit de fougères, bloquer gare, périphérique, autoroute, usine, supermarché, aéroport, utiliser les accidents du sol. J'ai décidé de choisir mon dialecte. J'utilise pour écrire les accidents du sol. La nuit, je les accompagne à la rivière. Ils disent qu'ils boivent l'eau dans leurs mains. Ils boivent l'eau dans leurs paumes. Il faut construire des cabanes, percer les murs, abattre les escaliers, trouer les plafonds, les toits, arracher les portes, murer les fenêtres, faire de chaque étage un poste de tir. Voilà pour le premier texte de Tarnac. Et j'en lis donc un second qui se trouve dans le livre des cabanes.
Chacune de ces ardoises fait un toit qui est également un mur, et ce toit et ce mur et cet écran sont de la nuit multipliée, et cette nuit multipliée ou densifiée est là où nous sommes, à dormir debout, habiter, préparer des projectiles. En Chine, noircir l'étang signifie qu'on écrit ou qu'on vient d'écrire. L'écran ou l'étang sont devenus comme cette nuit et cette épaisseur de nuit, écrire, dormir, habiter, préparer des projectiles. Oui, nous habitons vos ruines, mais les barricades servent à protéger les accès, à ralentir la progression des forces de l'ordre, à ralentir leur progression, à les ralentir. Plus loin à l'intérieur, on construira des cabanes. À l'intérieur de ce cercle, ici, la ligne des barricades a couvert avec des branches, des feuillages, des planches. Il y aura plusieurs cabanes, beaucoup entre les arbres et devant, à la lisière. On coupe à travers champs pour acheter le pain. S'ils font des barrages, on coupera à travers champs et le long des haies. Les barrages servent à obstruer les accès, à bloquer les sorties, à contrôler nos identités, à contrôler. Mais nous ne sommes personne, nous ne sommes ni hommes ni femmes. Nous avons tous le même nom. Nous ne venons de nulle part, nous sommes ici, nous avons trouvé ici et encore. Ici, oui, mon nom est Camille et son nom est Camille. Et je suis ici et je coupe les branches et je fais du feu. Je coupe à travers champs pour apporter le pain, les barrages de police, les barrages mobiles, les uniformes, le périmètre interdit, les barricades, les cabanes, les hangars, les granges avec des arbres coupés, tombés. Oui, nous habitons vos ruines, mais avec des pommes et des cailloux et des bouteilles de verre contre les grenades, avec des pommes mouillées, des morceaux de lampe, des outils rouillés, avec des fruits et des pierres. J'entends le bruit des arbres qui tombent, j'entends le bruit de la pluie sur les carrés de tôle. Je suis ici depuis 2 heures, 2 hivers, depuis 3 hivers, depuis longtemps. Elle est ici depuis 4 hivers et dans la boue du chemin et comme ça, avec l'infirmerie et le dortoir, la paille, l'argile et le pain, les médicaments et les chemins. Dès le matin, 6 heures, il y a des hélicoptères, il fait nuit, ils font un bruit de cascade, ou quand le vent est très fort, ils tournent au-dessus des arbres, ils couchent l'herbe du pré. Octobre 2012, évacuation des terrains occupés, des maisons, des tentes, des cabanes, évacuation, dégagement, destruction à la recherche d'essence pour enflammer les balissades en cas d'assaut le long du chemin. Des chicanes et des tranchées ont été mises en place pour ralentir les véhicules de destruction, pour les ralentir. Les barricades, les palissades, les chicanes, les tranchées, les médicaments et des pommes trempées, des fruits, des cailloux, des clous et des écrous, des outils rouillés. Cette occupation illégale sur des espaces bâtis, 4 zones d'occupation illégale non bâties sur 2000 hectares de fermes et de bocage. Appel à la construction des cabanes, oui, ceci est un chantier. À 20 cm sous la surface du sol, il y a de l'argile. Il faut creuser. La paille et l'argile servent à isoler les cabanes. Il faut construire et reconstruire ces cabanes. Oui, ceci est un projectile, mais écrire, dormir, habiter, préparer les projectiles, noircir, dormir, habiter, préparer, creuser, écrire. Voilà.
Merci beaucoup, Jean-Marie. Fini le passage. Merci beaucoup. Donc, on va maintenant passer la parole à Marielle Massé pour dire texte de son essai qui s'appelle Parole et pollution. Oui, merci. C'est une lecture que je pourrais peut-être offrir en contre-don à une phrase de Jean-Marie Glaise dans Politique des ronces, où il écrivait « La grammaire fait partie de la nature, le lexique est planté un peu partout, en touffes et en massif. » Parmi nos responsabilités écologiques, je crois qu'il y a la parole. Pas seulement parce qu'il faut décrire et comprendre le désastre et tout ce qui, dans le désastre, ouvre déjà la brèche vers d'autres façons de vivre, mais parce qu'on parle et dont on se parle du monde, dans le monde, compte pour le monde et y prend sa part. Il y a quelque chose, en effet, dans l'exercice de la parole qui peut participer directement du soin des milieux de vie, de leur maintien, de leur élargissement ou de leur contamination. La parole pousse, pleut, coule, éclabousse. Nos phrases parlent moins du monde qu'elles ne s'y répandent, lignes entrelacées à d'autres lignes, interrompues par d'autres, phrases trempées de réel et s'y déversant en continu. Et il se pourrait d'ailleurs que la parole soit l'une des régions les plus polluées de la planète et que cela exige un réengagement. Si et de si, phrases et déchets de phrases font nos milieux de vie. En cela, l'actualité récente a souvent révélé, s'il en était besoin, quelque chose comme des états pourris de la parole, pourris à force de déliaison, de rétrécissement, d'inattention, de bâclage, de négligence, de morgue, de dédain, des états pourris de la parole politique, de la parole médiatique et de nos propres échanges, c'est-à-dire des phrases que nous mettons dans le monde et entre nous, dans la rue, dans le travail, sur les réseaux, dans les tweets, ces gazouillis. Il faudrait suivre la leçon de grammaire des écrivains qui partent à l'assaut des bousilleurs de la langue dans le monde politique, dans le monde social, dans le travail et son organisation, dans tous les espaces de la domination. La parole qui sort des bouches infectes, c'est Ponge qui le dit, avance dans l'espoir que nous nous tairons, mais une parole apparemment plus polissée, pleine de hauteur et vide de toute solidarité, falsifie, imprègne et intoxique aussi l'espace collectif. Et la souillure peut advenir très en deçà ou tout à fait ailleurs que dans le registre de l'ordure, de la brutalité, de la confiscation, et même en dehors de la question du faux, violemment assumé, et du cynisme à le faire circuler ou à nier les évidences, à poser que ce qui existe n'existe pas ou n'a pas eu lieu. Il y a des mots qui polluent quand ils sont non pas prononcés, mais confisqués pour l'être sur un seul versant du monde commun, ruissellement, ressources, nous. Polluant ainsi, contaminant les ondes et les liens, étaient au printemps 2020 les conseils pour s'approprier ce lifestyle, un comme un autre, qui est trop vite devenu le confinement. On s'invitait à mettre la période à profit, alors que tout en nous doit et devait se cabrer contre la possibilité de voir là une forme de vie acceptable, pour les confinés comme pour ceux qui, dehors, leur permettaient de l'être. Polluant encore, cet acharnement de sciences dominantes à ne dialoguer qu'avec elles-mêmes, lorsque des économistes découvrent que l'abandon de l'hôpital public, de l'école, de l'université, ce n'était pas une bonne idée,
mais tournent en boucle dans leur langue inchangée, parlant de l'éducation comme d'une dépense d'investissement, incapables de prononcer des mots comme pauvreté, amour, vie, c'est bien qu'ils n'entendaient rien et ne veulent toujours rien entendre, rien que ce qui se dit se pense dans leur maigre langue. Attention, parler de pollution dans et par la parole, ce n'est pas accuser le langage, encore moins déplorer un appauvrissement de la langue ou même de l'expression, trouver que tel ou tel parle mal ou que certains mots ne sont pas beaux, ceux qui viennent d'ailleurs par exemple. Ce n'est pas un esthétisme, un élitisme, le souci du beau style ou d'un style propre n'a rien à voir avec ça. C'est le désir de penser la parole elle-même comme un milieu partagé et vulnérable, une zone à défendre, et à défendre dans l'exacte mesure où on la cultive et où on s'y retrouve, un commun dont prendre soin. Le monde ne réclame pas de beaux discours, il réclame que nous exercions nos responsabilités de vivants parlants, que nous comprenions l'exercice de la parole et du silence comme une tâche écologique, que nous parlions autrement du monde et dans le monde, entre nous et avec tous les autres, que nous parlions autrement de la nature notamment, que nous articulions plus loyalement la nature et la parole. Ponge l'a toujours fait et dit bien qu'il s'agit par la parole d'être de la nature. Il suffit d'abaisser notre prétention à dominer la nature et d'élever notre prétention à en faire physiquement partie pour que la réconciliation ait lieu. L'espoir est donc, c'est toujours Ponge qui parle, dans une poésie par laquelle le monde envahisse à ce point l'esprit de l'homme qu'il en perde à peu près la parole, puis réinvente un jargon. Perdre sa langue et puis reprendre langue, réinventer un jargon, quel mot étonnant, gênant même que ce mot de jargon. C'est donc un drôle de langage qu'il faut, un langage défait, refait, inventif, né d'entente et de conservation peu opaque. Parole particulièrement dépolluante que celle de Ponge d'ailleurs, dépolluant vigoureusement cette région du monde si polluée qu'est la parole, parole par l'écoute du monde et des choses, mais aussi et indissociablement par l'effort de langage, la rage de l'expression. Ponge réclamait des droits pour le monde, une attention qui ne faiblisse jamais, mais il le faisait en langue. Parler, c'était s'aboucher au cosmos, tenter de se lier dans lui et avec lui par la parole. Ce monde abîmé réclame la parole, il réclame que l'on déchaîne les forces imaginantes du loquace, c'est Michel de Guy, que l'on pense, juge, respire, espère aussi par la parole. On a pourtant tendance à dire aujourd'hui que pour mieux entendre le monde, c'est vivre, se méfier du langage, accuser le langage même, et plus encore l'écriture, coupable d'avoir tranché il y a longtemps dans la grande inséparation du monde, d'avoir tranché dans le monde, d'avoir tranché entre nous et le monde, et d'avoir tranché à l'intérieur de nous, entre nous et nos propres corps. Je suis convaincue, à l'inverse, que pour entendre le monde bruire de ses propres phrases, il ne faut pas en rabattre sur la parole ou désaimer le langage. Il ne suffit pas d'ouvrir grand ses oreilles pour entendre, il faut s'y mettre dans la parole. C'est aussi par la parole qu'on écoute et que l'on répond des choses. Cette affaire-là, ce sera peut-être surtout une affaire de grammaire, de formes de vie soutenues par des formes de phrases, explorées, sauvées, instituées par des formes de phrases, les infinitifs de Jean-Marie Glaise, par exemple, ceux qu'on vient d'entendre. Une sensibilité grammaticale est indispensable dans un monde d'interdépendance, de liens, de troubles. Faire confiance à la grammaire, c'est être convaincu que la pratique de la pensée et même de la vérité ne gît pas dans des mots, le bon, le seul, mais dans des phrases où il se dit par quel bout de soi, par quel maillon, par quelle région de soi on est accroché, et à qui, et comment, et de qui et de quoi décrocher, délivrer ou priver,
à quoi mal attaché, libre de qui, libre de quoi, et si c'est bien, si ça fait plus ou moins de vie dans la vie ou si ça fait plus de mort dans la vie, etc. Je crois que la syntaxe, cette faculté de l'âme, comme disait Valérie, est faite exactement pour ça, penser et pratiquer des liens, et que la poésie redouble cette pratique, essayant, imaginant, jugeant les liens, les façons de s'accorder et de se désaccorder, de s'attacher et de s'arracher les uns aux autres. Et là, je cite deux vers de Stéphane Bouquet dans Vie commune. Tout se passe place syntagma, qui est une grande espérance de phrases assemblées. La place syntagma, syntagmatos, c'est celle où se sont rassemblés les Athéniens, les citoyens d'Athènes, mobilisés, les habitants d'Athènes, mobilisés en 2011 contre la politique d'austérité en Grèce et pour la démocratie réelle. À Athènes, la place syntagma, c'est une sorte de place de la République, celle où l'on vient pour dire nous, où tout rassemblement prend une signification politique et où toute violence exercée l'est contre le peuple tout entier. Mais je veux l'entendre aussi, cette place syntagma, comme le lieu de la syntaxe, là où la parole endosse, pense et travaille les liens, des espoirs de liens, des attachements et des arrachements. Ce qui se met à compter, en effet, ce sont moins les mots qui nomment les choses que les phrases qui les mettent en relation. C'est ce qu'il faut réclamer de toute pensée écologique, d'ailleurs, qu'elle soit aussi une politique des liens réels, qu'elle qualifie les attachements, pas seulement qu'elle les constate, mais qu'elle les juge, puisqu'il ne s'agit pas, pour être libre, de se défaire de tout lien, mais d'être bien attaché au pluriel, savoir à quoi et à qui l'on tient, ce dont on ne saurait se passer et qui nous fait être, dire ce qu'il nous faut préserver, non pas pour nous protéger, mais pour protéger notre amour de la vie. La richesse de la parole, son abondance, sa précision, sa force, sa beauté, le soin pris à parler deviennent un indice, une preuve même, la preuve de ce qui nous attache à ce qui nous fait parler davantage et mieux peut-être. Une parole sans attachement est misérable et sèche. Les liens, en revanche, délient les langues, font et laissent couler la parole, patiente, poreuse, singulière, émue. Et je ne dis pas cela pour dire que tout finit dans la parole ou aboutit à un beau livre, mais pour dire que c'est la parole qui finit dans tout, qui finit toujours quelque part dans l'oreille de quelqu'un, dans l'espace qui nous sépare et nous conjoint. C'est la parole qui finit dans tout, qui se répand parmi les vies et dans les paysages. La parole est du monde, ni plus ni moins. Elle s'en mêle, elle s'y mêle et peut aussi bien le polluer un petit plus et l'irriguer. Merci beaucoup, Marielle, pour cette très belle lecture. Merci à vous deux. Je crois que vous avez donné beaucoup de pistes pour notre discussion. Donc, avant de commencer très brièvement, je voulais vous rappeler que si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre sur le Zoom, de l'écrire dans la section Q&A, et on peut les lire et les poser à nos invités. Donc, j'ai une question pour commencer, pour vous deux, et c'est sur la cabane, parce que je crois que ça, c'est un des espaces, un des motifs qui lie vos travaux. Donc, dans vos écrits, la cabane, c'est un espace physique, voilà, de résistance et d'habitation provisoire, et qui relie, par exemple, la commune à Tarnac, la ZAD à Notre-Dame-des-Landes, et j'ajouterai les Gilets jaunes même. Mais la cabane, ce n'est pas seulement un signe matériel, mais aussi un signe poétique qui suggère que notre monde, avec des autres relations, des autres liens, est possible. Donc,
je dirais que la cabane, c'est aussi une façon qu'on parle et se parle du monde. Donc, ma question, porte sur la façon dont vous comprenez la cabane dans le contexte de la poésie et de l'écriture. C'est-à-dire, comment engagez-vous avec quelque chose comme, par exemple, la cabane ou, par exemple, Pariel, dans votre livre le plus récent, L'Oiseau. Comment est-ce que vous engagez avec cela pour qu'elle ne soit pas comme motif lyrique ou comme vous direz, un polluant discursif, peut-être, vide de substance. Comment est-ce qu'on engage avec quelque chose comme la cabane, quelque chose comme l'oiseau, pour que ce ne soit pas vide, certainement. Tu veux Marielle, qui commence? N'importe qui. C'est une question pour vous deux. Bah, peut-être déjà, on peut dire qu'on n'est pas tout à fait partie des mêmes cabanes, Ouais. Mais chacun de cabanes très réelles ou de luttes très réelles. Et moi, de luttes très réelles qui déjà, donc celle de Notre-Dame-des-Landes, mais qui déjà était relevée en quelque sorte par le fait que Jean-Marie Glaise avait déjà transformé ce mot, ce moyen, cet habitat, cet abri en un foyer de son poème à lui, déployé sur plusieurs livres. Mais peut-être la chose importante à dire, c'est qu'il s'agit, enfin moi dans mon cas, le petit livre qui s'appelle Nos cabanes, c'est un livre de gratitude envers les cabanes effectivement construites sur la zone de Notre-Dame-des-Landes et le désir de faire résonner les gestes et les désirs et les luttes qui s'y tiennent pour en faire autre chose qu'une petite enclave sur le territoire qui fait l'objet d'une destruction, mais disons observer que la destruction systématique des cabanes de Notre-Dame-des-Landes n'a pas détruit la pensée qui s'y enracinait, qui déjà prouvait qu'on peut vivre autrement puisque on y vivait autrement. Et dans mon cas, il s'agissait de partir de ces cabanes très réelles et d'oser les appeler nos cabanes alors que moi, je n'en ai construit aucune. Mais parce que l'enjeu, c'était justement de savoir, d'interroger ce qu'elle signifie au-delà du territoire où elles se sont tenues, au-delà même de la fragilité, de la durée de leur propre vie, puisque il y a beaucoup de constructeurs et habitants de ces cabanes que la destruction des cabanes n'a pas dépéré. Il s'agit d'autres, n'a pas abattu la pensée qui s'y joue. Et puis dans mon cas, c'était aussi surtout ce petit livre, c'était une réflexion en fait sur ce qu'on essaye de dire ou ce qu'on peut essayer de dire ou ce qu'on veut éviter de dire quand on dit nous. Puisque la zone de Notre-Dame-des-Landes était aussi pour moi un des espaces où j'ai vu résonner ce pronom-là et aussi un mot de la langue paysanne qui y reste très présent,
qui est devenu un mot un peu fétiche de l'urbanisme, malheureusement, qu'il reconfisque à peine est-il réutilisé. Donc, il y a ce mot, ce substantif, les nous, N-O-U-E-S au pluriel, qui est un certain usage de nos cabanes, c'était l'envie aussi d'explorer cette chaleur et ces périls du pronom nous et ce sentiment que toute une jeunesse à laquelle il est refusé une place eh bien, se détourne d'un monde de place à se faire, d'un monde de place à essayer de reprendre aux autres, etc. Et cherche peut-être à lutter pour un monde de liens, un monde d'intensité de liens. Voilà. Et brave ce monde de place. Voilà. Et tout ça, c'est parti du territoire de Notre-Dame-des-Landes, mais aussi de l'évidence du fait que ce mot cabane était déjà en circulation, en fait, dans le poème. Merci, Marie. Oui. Jean-Marie, est-ce que vous avez des pensées Oui, là-dessus? non, je ne pense pas. Mais éventuellement, je cherche un peu dans le langage. Mais oui, les cabanes, bon, chacun a son expérience personnelle de la cabane et puis aussi une expérience, comment on pourrait dire, là, je viens d'entendre Marielle, j'ai la même, hein, je veux dire, les cabanes construites dans la zone autonome de Notre-Dame-des-Landes, nous l'avons en commun, je crois, dans notre imaginaire. Bien. Mais, comment dirais-je, de ce point de vue-là, je voudrais ajouter que les cabanes, enfin, l'intérêt des cabanes, c'est que c'est un lieu de la cabane. C'est un lieu, c'est un espace ouvert, c'est un espace fragile, éphémère, un lieu de passage, un lieu de rencontre, qui peut toujours être détruit en effet, et il sera reconstruit ailleurs. D'une certaine manière, j'ai envie de dire que les cabanes sont indestructibles, Marielle. Hein, on peut toujours les détruire, on va les reconstruire ailleurs. Ça, c'est la force de leur fragilité, justement. C'est ce que j'essayais de dire un peu maladroitement dans le texte initial. C'est-à-dire que l'absence de force, l'impuissance, d'une certaine manière, est une façon d'être fort. Donc la cabane, non seulement c'est bien entendu pour moi, mais pour beaucoup d'autres, un souvenir d'enfance et très lié à l'enfance, à la forêt, au bois, à la liberté au vagabondage de l'imaginaire, évidemment, à un lieu extérieur au lieu de pouvoir, familiaux ou autres. Mais évidemment que la cabane est devenue pour moi comment dirais-je, un lieu d'expérimentation, enfin, je dirais d'expérimentation communautaire. Je pense au sujet de la cabane, je pense à la séquence initiale des Fioretti de Rossellini, que tu as peut-être en tête, où on voit Saint François, enfin François d'Assise, avec ses camarades. Il va construire, il va se trouver un lieu en quelque sorte avec eux, un lieu de communauté vivante et autonome avec eux, et de pauvreté, de simplicité, etc. Et pour moi, c'est tout à fait, cela préfigure en quelque sorte cette puissance politique que j'attribue, métaphoriquement politique, que j'attribue à la cabane. Alors ensuite, bien sûr, pour moi, la notion de cabane,
elle se développe de différentes manières, c'est-à-dire je considère qu'un certain nombre des lieux que nous créons, que nous suscitons, par exemple un séminaire, une revue, un laboratoire. Enfin, moi, je pense à mon centre d'études poétiques durant une dizaine d'années. Ce sont des cabanes. Ce sont des cabanes qui peuvent tout à fait disparaître du jour au lendemain. D'ailleurs, mon laboratoire a disparu comme par enchantement. Néanmoins, il peut être continué ailleurs, à outside, autrement, etc. Quant à la revue, c'est évidemment pour moi ça un lieu d'autonomie créative, un lieu d'expérimentation créative, etc. Voilà. Donc ça, paysage un peu confus, j'espère pas trop confus, de ce qu'est la cabane pour moi, ce que sont les cabanes pour moi. Dès lors, évidemment, je ne peux que dire il faut construire des cabanes. C'est une sorte de devoir finalement politique, le nôtre. Ouais. Merci beaucoup. Ouais. Et donc, j'ai plusieurs questions. La première proposition que j'avais faite à André, c'était de lire un texte sur Saint François, sur l'adresse à ses sœurs les oiseaux. Et Oui. le film de Rossellini, c'est magnifique d'y penser dans ce contexte-là, parce que dans mon souvenir, ça permet peut-être de dire 2-3 choses en plus. L'une des beautés, il commence sous la pluie. Sous la Donc, pluie, oui. tous les frères sont dans la boue. Ils sont dans la joie aussi. Ils sont dans la boue et dans la joie. Voilà. Et ça me fait penser au fait que, disons, ce qu'il y a aussi de commun peut-être dans ces cabanes, c'est que ce ne sont pas des cabanes pour se mettre à l'écart ou pas seulement. C'est aussi dans une cabane qu'on entendra le mieux la pluie tomber. Enfin, c'est des cabanes qui sont des manières d'être là et pas seulement de se mettre ailleurs. Et dans mon souvenir, l'une des beautés du tout début du film aussi, c'est qu'on n'identifie pas du tout François. Il n'est pas du tout singularisé dans le groupe des frères. Il est un parmi les autres. Il est un ensemble, il est avec. Parmi tous les autres, c'est ça. Et même celui sur lequel le récit s'ouvre, c'est le plus petit, le plus couillon de tous, un peu. Enfin, c'est Ginepro, puisque c'est le frère le plus humble, le plus... Et c'est un film extraordinaire. Enfin, la façon dont le sermon et aux oiseaux, moi j'avais envie de parler du sermon aux oiseaux. En fait, j'avais envie de parler avec toi de Saint-François. Mais le sermon aux oiseaux commence aussi d'une très très belle façon. Il a un oiseau qui se pose sur l'épaule, il lui dit je chante moins fort, je voudrais bien chanter aussi. Donc même, disons, quand je parlais de parole et pollution, comme de l'idée que parler, c'est mettre quelque chose dans le monde, en fait, in fine, moi, je pense à François parlant aux oiseaux, c'est-à-dire faisant la parole en direction de ces petites créatures qui peut-être ne l'écouteront pas, ne le comprennent pas, de toute manière ne lui répondront pas. Enfin, c'est pas du tout François cherchant à dialoguer avec les oiseaux, c'est François donnant de la voix et mettant de la parole dans le monde, animé par la présence des oiseaux et cherchant à faire quelque chose de bien, de vivant, de vigoureux, lui aussi, dans sa parole d'homme, cherchant pas du tout à faire cuit-cuit avec les oiseaux, mais au contraire, parlant sa langue d'homme et parlant même sa langue
de poète, et parlant son dialecte. Tu disais tout à l'heure un dialecte. Oui, je parlais d'un dialecte, d'une langue déviée, d'une autre langue. Oui. D'ailleurs, je me suis retrouvé tout à fait dans le texte que tu as lu là. Merci. Alors, la dimension politique de la relation aux oiseaux de François, elle est développée par Pasolini dans son film Les petits oiseaux et les gros oiseaux. Ben, voilà. Des oiseaux petits et gros. Sur un mode comique, mais sur un mode comme ça qui relie l'expérience franciscaine à l'idéal communiste. Oui, absolument. C'est assez beau. Ouais. Et donc voilà, je suis contente que François arrive aussi vite et de façon imprévue dans la conversation. Oui, certainement. Je crois que François et par exemple des mots comme résonance, les idées d'attachement, de lien, je crois que ce sont des idées importantes dans vos travaux. Ça me fait penser que, Marielle, vous parlez d'une compréhension de la parole comme une pratique et pensée des liens. Ouais. Et ça me fait penser pardon, j'ai pas entendu, ça a coupé juste. Une compréhension de la parole comme... Une compréhension comme une pratique et pensée des liens. Ouais, ça, je ne sais pas si Jean-Marie serait d'accord avec cette insistance que je mets sur les attachements. C'était ça un peu ma question, en fait, parce que ça m'a fait penser dans vos écrits, Jean-Marie, par exemple, dans Trouver ici, vous parlez d'un communisme sensible. Et ça me fait penser également avec cette idée d'une écriture, je crois que c'est dans le style d'Athan que vous parlez d'une écriture déliée et également une écriture déviée. Ouais. Oui, l'écriture déliée, c'est aussi une écriture reliée d'une certaine manière. Hein. Les deux devraient être entendus en même temps. Oui, pour ce qui concerne le communisme sensible, je ne peux pas développer davantage. C'est-à-dire quand il me semble, moi, que l'essentiel de mon travail d'écriture ou de mon effort, de mon approche en quelque sorte du réel sensible est finalement abouti à une espèce comment dirais-je, à l'accentuation d'une relation forte entre le sujet, la langue et le monde. Il y a quelque chose là il y a une opération en quelque sorte, que j'appelle in fine communisme sensible. Et ce qui serait le contraire d'ailleurs d'un communisme théorique, d'une idéologie survolant la réalité et la déformant et lui faisant mal aussi d'une certaine manière. Je crois que c'est un mot, c'est pourquoi je m'empare et je répète parfois ce mot. Il est présent, il survient en quelque sorte de façon inattendue dans ce que j'écris, parce que c'est un mot qui est souillé, c'est un mot qui est dévalué, c'est un mot qui a été en quelque sorte assassiné et qui a servi de prétexte à l'assassinat de beaucoup. Donc c'est un mot qu'il faut faire ressurgir en quelque sorte du fond de l'eau. Et pour moi, je dis qu'il est au fond de l'eau. Je dis cela, je crois, dans un des deux textes que j'ai lus. Ouais. La formule peut être apparemment énigmatique, mais je fais allusion en réalité à un épisode, disons, de mai 68, parce que comme je suis une personne âgée, j'ai vécu mai 68 de façon militante. En mai 68, en juin 68, un jeune lycéen du lycée Mallarmé à Paris est allé à Flins, à l'usine Renault de Flins, pour photographier
les militants d'une organisation d'extrême gauche de l'époque qui s'appelait La Cause du Peuple et la gauche prolétarienne et qui vendait La Cause du Peuple devant l'usine. Et là, il y a des CRS enfin, il y a eu une bagarre ou disons un instant, un moment de répression forte de la part des CRS qui ont poussé Gilles Tautain, il s'appelait Gilles Tautain, dans la Seine et il est mort. Donc c'est un jeune communiste de 18 ans du lycée Mallarmé qui est mort un petit peu comme, voilà, il est mort. C'est un peu le fils justement de Anatole de Mallarmé. Et pour moi, Gilles Tautain reste une image obsédante et présente dans mon écriture depuis ce moment-là. Voilà. C'est pourquoi je dis que ce communisme noyé dans la scène, c'est lui. Il représente cela. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, on a le temps pour une dernière question qui vient du public et j'espère que ça va relier deux figures qui vous intéressent. Donc, c'est une question sur François, mais également sur Francis, c'est-à-dire Ponge, qui sont deux figures très importantes à vos écrits. Donc, de quelle manière ont-ils influencé vos compréhensions de la relation de la poésie avec la politique, ou la poésie en tant qu'acte politique? Une petite question. De rien du tout. Non, mais oui, c'est vrai que c'est impossible de répondre en quelques mots à une question pareille. Hein. Moi, j'ai passé une très, très longue partie de ma vie à étudier, à faire lire Francis Ponge, à essayer de comprendre comment le militant qu'il a été, syndicaliste puis communiste, pendant une dizaine d'années, a vers la fin de sa vie glissé vers une sorte de nationalisme un peu bizarre et un peu répréhensible d'une certaine manière à mes yeux. Non, mais je veux dire que pour moi, Ponge est évidemment un libérateur. Hein. Et c'est justement parce que c'est quelqu'un qui s'est attaqué à la chose principale et qui a touché au point principal qui est celui de la langue, de la parole, hein, et qui est justement à lutter d'une certaine manière constamment toute sa vie contre la mutité, contre l'aphasie, contre le fait que cette parole, nous n'en disposons plus, elle nous traverse et nous transforme sans que nous le sachions, etc. Tous ces phénomènes d'aliénation et de libération par la parole, voilà ce que m'a apporté Ponge. Enfin, c'est tout à fait évident. Et là, c'est très, très en résonance avec le texte de Marielle tout à l'heure. Moi, je peux dire que Ponge, je l'ai compris par la lecture de Jean-Marie Glaise. Je l'ai compris en ce sens politique et actuel par la lecture qu'en a donné Jean-Marie Glaise dans plusieurs livres. Il a écrit plusieurs livres sur Ponge. Oui. Et si pour moi, c'est une figure aussi indispensable, c'est, je peux le dire avec des mots tout bêtes, hein, mais c'est pour la confiance dans la langue, confiance qui est aussi, disons, elle est si forte qu'on peut justement se battre avec elle aussi, avec la langue. Mais moi, je le perçois beaucoup parmi mes étudiants, par exemple, l'extrême défiance. Enfin, j'en parlais un petit peu au début, comme si chercher
chercher à dire, chercher à penser par la langue, c'était être déjà un peu sur le bord du mensonge ou de la fiction ou de... Mais justement, non. Moi, j'essaye, la façon dont j'enseigne ou dont j'essaye d'écrire, c'est justement pour retrouver quelque chose de l'envie de s'y prendre, de s'y prendre bien avec la parole. Et puis, je ne sais pas si dans la question du monsieur, François était effectivement présent à côté de Francis, ou Oui. c'était... S'il y a des autres choses à ajouter sur François. Ah bah, moi, j'en ai plein. Enfin, j'ai écrit des dizaines de pages sur François dans ce gros pavé là, sur les oiseaux que j'ai fait l'année dernière. Et, par exemple, si ça peut étonner les auditeurs, je me suis beaucoup intéressée à la pratique des prépositions chez François. Et c'est-à-dire à ce lieu-là de la langue où se pensent et se pratiquent les liens ou les déliaisons. Mais aussi une chose j'ai découvert que François ne s'adressait pas à ses frères les oiseaux dans le sermon aux oiseaux, mais à ses sœurs les oiseaux, alors que le mot uccelli en italien et dans l'ombrien, dans le dialecte ombrien de François, est aussi un mot masculin. Donc François dit je m'en vais prêcher à mes sœurs les oiseaux, andrò a predicare alle miei sirocchi uccelli. Et ça m'a amusée parce que je suis allée voir du côté des commentaires. Alors les commentateurs, comment dire, essayent de calmer le jeu, enfin de tranquilliser les lecteurs. Non, non, c'est pas une faute. En fait, c'est parce qu'il pense aux actes. Enfin, le biographe de François pense aux actes écrits en latin. Le mot latin pour oiseau, avis étant féminin, il aurait directement transposé cette chose-là. Et donc, ouf, François n'a pas fait de faute, et puis François n'a pas parlé à ses sœurs, les oiseaux. Mais donc, moi, je me suis amusée un peu à faire résonner cette affaire-là en termes un peu écoféministes, mais aussi pour desserrer quelque chose et mettre en avant toutes ces parentés merveilleuses et fortes et réelles que François se trouvait avec Frère Vent, Frère Soleil, comment il le dit, notre sœur et mère, la terre. Il lui faut deux liens pour parler de son rapport à la terre, et il les enlace dans la syntaxe italienne. Nostra sora madre terra. Et donc voilà, moi ça me passionne beaucoup j'aime prendre au sérieux le rapport de soi à son monde, à ses frères, au type de gouvernance, par exemple, qu'il a essayé aussi de favoriser ou d'inventer. Voilà, c'est peut-être le rêve d'une enquête à venir sur la très très grande réalité pour aujourd'hui de ce qui a pu s'inventer à la fois dans les formes de vie, dans la langue, dans le poème. Puisque je répète, François, c'est le premier poète en langue italienne, en langue vernaculaire italienne. Bien, bon. Merci pour tout ce que tu viens de dire là. Je suis très sensible. Ouais. Et je vous remercie pour votre participation à cette conversation. Il y a beaucoup d'autres choses beaucoup d'autres questions à poser, des choses à penser. Donc, j'espère qu'on peut continuer la discussion à un autre moment sur François, sur Ponche, sur la poésie. Donc, on va terminer là. Donc, je vous remercie, Marielle Massé, Jean-Marie Blaise. Merci à vous pour votre gentillesse. À vous aussi. Et merci encore une fois à la Maison Française et à
rencontrer pour vos soutiens pour cet événement. Merci beaucoup. À bientôt. Merci, à bientôt.